Un matin, vous vous réveillez et vous découvrez que pendant la nuit, vous vous êtes transformé en insecte. À quoi va ressembler votre vie à ras du plancher? C'est ce qui arrive à Grzegorz Samsa, le héros de la Métamorphose, la nouvelle la plus célèbre de Franz Kafka. Un matin, ce voyageur de commerce qui vit chez ses parents entre deux déplacements se découvre doté d'un ventre brun et bombé, d'un dos dur comme une cuirasse et de nombreuses paires de pattes. Transformé en une espèce de scarabée ou de cancrelat, les avis divergent. Il tente de sortir de son lit, mais son nouveau corps de coléoptère rend la manœuvre compliquée. Lorsque sa famille découvre sa monstrueuse métamorphose, la mère s'évanouit, le père s'empare d'une canne pour repousser l'inquiétante créature dans sa chambre. Seule la sœur témoigne un peu de compassion envers Grégor et lui apporte sa nourriture quotidienne. Tous vivaient au crochet du fils, devenu cancrelat, et ils doivent désormais travailler pour gagner leur pain. Condamné à la réclusion entre les quatre murs de sa chambre, Grégor dépérit lentement, sans que sa famille, retournée à ses occupations quotidiennes, s'en émeuve. Au moment où il écrit en quelques nuits ce court récit, Kafka a 29 ans, il vit toujours chez ses parents et il étouffe sous la coupe d'un père tyrannique. La métamorphose la plus inquiétante n'est pas tellement celle de Grzegorz Samsa, mais bien plutôt celle de sa famille, dont l'étrange monstruosité se révèle au fur et à mesure de l'histoire. La bête immonde, pas tellement le fils qui continue à être capable de sentiments d'amour envers les siens, c'est plutôt les parents et la sœur qui ignorent superbement leurs proches, devenus étrangers parce qu'étranges. Symbole de l'homme confronté à l'absurdité du monde, métaphore des mécanismes d'exclusion à l'œuvre au sein de la société, la métamorphose n'en finit toujours pas de nous parler de la condition humaine et elle peut encore donner lieu à des centaines d'interprétations. La métamorphose de Franz Kafka, c'est à lire en poche chez Folio. Que ressent-on lorsqu'on change de milieu? Vous savez, ce moment où on sait que l'on accède à un autre niveau de vie et que l'on n'est plus tout à fait d'où on vient. C'est le sujet d'un livre superbe, La place d'Annie Ernaux. Pour avoir migré vers ce qu'elle appelle le monde petit bourgeois, Annie Ernaux, agrégée de lettres devenue romancière, s'est laissée gagner par un sentiment de trahison. Il faut dire qu'elle vient d'un tout autre monde, modeste, médiocrement instruit. Son père, dont le prénom n'est pas mentionné et qu'elle désigne seulement par son initiale, A, son père, fut employé agricole, ouvrier, et puis, aux côtés de sa femme, patron du café-épicerie familial, régulièrement au bord de la faillite. Il tenait son rang. Sa fille, elle, s'est hissée un rang au-dessus. Annie Ernaux ne dit pas qu'elle aime le milieu d'où elle est issue, mais elle n'aime pas le milieu où elle a pénétré, presque par effraction, dirait-elle. Son parti pris, pour raconter les déconvenues, les souffrances, les joies simples de l'existence de son père, c'est le refus du romanesque et de la poésie du souvenir, en faveur de ce qu'elle appelle une démarche socio-autobiographique. Il s'agit, écrit-elle, de mettre au jour l'héritage que j'ai dû déposer au seuil du monde bourgeois et cultivé quand j'y suis entré. Et c'est passionnant, bouleversant même, quand elle fait apparaître le cadre et le bruit de fond de l'enfance, convoquant les propos entendus de la bouche des parents, des clients ou des voisins, qui pour la plupart peinent à trouver les mots. Certains verront dans ce livre une éclatante condamnation des bourgeois qui profitaient bien de la vie quand paysans sans terre et ouvriers déracinés perdaient la leur à tenter de la gagner. D'autres y liront l'expression de la honte, voire du mépris que son milieu d'origine aurait pu inspirer à celle qui sera pour toujours la fille de l'épicier. La place d'Annie Ernaux, c'est à lire en poche chez Folio. Et si l'une des meilleures façons de découvrir un grand classique de la littérature était de le lire dans une version illustrée? Démonstration avec le chef-d'œuvre de John Steinbeck. Des souris et des hommes de John Steinbeck date de 1937. Et voici une proposition de lecture absolument remarquable. La rencontre des mots de Steinbeck et des dessins de Rebecca d'Outremer. La confrontation, plus exactement, entre les dialogues du grand romancier américain et les images saisissantes de l'illustratrice, très inspirée par les photos d'époque de Dorothy Lange ou de Walker Evans, qui immortalisèrent les fermiers d'Amérique dans les années qui suivirent la Grande Dépression. Des souris et des hommes, c'est l'histoire d'une fidélité désintéressée entre un petit homme à l'esprit vif, George, et son protégé, Lenny, un gaillard d'une force peu commune. Lenny n'a ni mémoire ni mesure. Il est capable de vider une rivière quand il a soif. On pourrait dire qu'il est privé de bon sens puisqu'il se comporte comme un enfant, mais il est fort comme un taureau et il fait merveille pour travailler dans le ranch où les deux compères se font embaucher. Lenny, c'est une aimable brute qui a besoin de caresser constamment quelque chose de doux, le pelage d'une souris ou la fourrure d'un lapin. Mais incapable de contrôler sa force, Lenny casse tout ce qu'il touche.
Il n'y a qu'une femme parmi les protagonistes de ce roman. Mais quelle femme! Steinbeck la montre tantôt insolente, tantôt familière. Trop familière. Ah, si seulement Lénine n'était pas aussi fort, et si seulement les cheveux de cette femme, qui est surtout la femme du fils du patron, n'étaient pas aussi soyeux. Des souris et des hommes racontent l'une des plus belles histoires d'amitié, l'amitié improbable entre deux êtres si peu semblables. Des souris et des hommes de John Steinbeck, illustré par Rebecca d'Outremer, c'est à lire aux éditions Tichina. Quel écrivain reçut 2 fois le prix Goncourt et la 2e fois à l'occasion d'une sorte de canular dont il fut le génial instigateur? Romain Gary a reçu une première fois le prix Goncourt en 1956 pour Les Racines du ciel et une 2e fois en 1975 pour La vie devant soi. Mais La vie devant soi, Gary le signe sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Assez vite, on apprend que cet Émile Ajar est en réalité un certain Paul Pavlovitch. Mais il faut attendre 5 ans, 1980, et le suicide de Romain Gary pour apprendre que Paul Pavlovitch n'est que le prête-nom de Gary. La vie devant soi raconte l'amour maternel et filial que se témoignent 2 rescapés, une ancienne déportée près de sa fin et un jeune garçon qu'elle a recueilli. Nous sommes à Paris, sur les hauteurs de Belleville. Gamin sans père ni mère, Momo est logé, nourri, gâté depuis ses 3 ans par une femme âgée un peu forte, Madame Rosa. D'après ce qu'il raconte, Momo va sur ses 14 ans. C'est lui désormais qui veille sur Madame Rosa, sa mère adoptive. Mais Hitler continue de hanter les cauchemars de Madame Rosa, dont la santé se dégrade et qui ne se hisse jusqu'à leur 6e étage qu'avec difficulté. Madame Rosa est juive. Quand elle est rentrée de déportation, elle a gagné sa vie en se prostituant. Aujourd'hui retirée du trottoir, elle garde les gamins des prostituées. Dans ce quartier de Belleville, c'est l'aventure qui attend Momo. Il croise un vendeur de tapis ambulant, un ancien boxeur devenu travesti au bois de Boulogne et quantité de personnages débordant d'humanité. Pendant longtemps, dit Momo, je n'ai pas su que j'étais arabe parce que personne ne m'insultait. On me l'a seulement appris à l'école. Madame Rosa a épargné à Momo l'assistance publique et l'enrôlement chez les proxénètes. Momo, lui, redoute que Madame Rosa se laisse mourir, mais acceptera-t-elle de se faire soigner? La vie devant soi de Romain Gary, c'est à lire en poche chez Folio. Connaissez-vous ce roman composé des lettres que s'échangent 2 amis entre 1932 et 1934? La dernière reviendra à son expéditeur avec la mention « Inconnu » à cette adresse. L'américaine Catherine Cressman Taylor publie en 1938 « Inconnu » à cette adresse. C'est un roman épistolaire qui raconte avec une sobriété remarquable l'histoire d'une amitié brisée par le nazisme. C'est aussi l'un de ces livres que l'on offre comme un talisman contre tous les fanatismes. Max et Martin sont tous les 2 allemands, ils tiennent ensemble une galerie d'art aux États-Unis, à San Francisco. Max est juif et célibataire, Martin n'est pas juif, il est marié et père de famille. Martin choisit un jour de retourner en Allemagne pour donner à ses fils une éducation européenne. Les 2 amis entament une correspondance, nous sommes en 1932. Martin raconte son retour au pays et clame son admiration pour le président Hindenburg. Depuis la Californie, Max dit la solitude de ses dimanches, son inquiétude pour sa sœur, une actrice de théâtre qui se produit à Vienne et dont on comprend qu'elle eut jadis une liaison avec Martin. Une lettre plus tard, Martin raconte l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il s'enthousiasme pour ses talents d'orateur, l'énergie nouvelle qu'il insuffle au pays. Bon, bien sûr, quelques escouades en chemise brune se livrent à des pillages et des persécutions envers les Juifs, mais Martin rassure son ami Max, ce sont des incidents mineurs. Quelques lettres encore, et les 2 hommes ne se comprennent plus. Martin, infecté par les idées nazies, demande à son vieux complice de cesser de lui écrire, car il ne veut plus rien avoir à faire avec les Juifs. Un drame en 20 lettres, pas une de plus, pour dénoncer la montée de la peste brune, qui insidieusement corrompt les esprits et brise les fraternités les plus anciennes. Une lecture d'1 heure, mais dont le dénouement magistral et dont je ne dirai rien, ne s'oublie jamais. Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman Taylor, c'est à lire en poche chez J'ai lu. Savez-vous quel court roman valut à Ernest Hemingway le prix Pulitzer et l'année suivante le prix Nobel? Le vieil homme et la mer fut en 1952 le dernier roman publié du vivant d'Ernest Hemingway. Son roman précédent a été un échec, son inspiration c'est Harry, le baroudeur, le boxeur, le chasseur de lions, le coureur de jupons, l'homme de toutes les guerres, 32 fois blessé sur le front, en bateau ou en safari, affronte désormais ses démons, l'alcoolisme et la dépression. Mais le vieil homme et la mer va lui offrir une rédemption. L'histoire a la simplicité d'une parabole et commence comme un conte. C'était un vieil homme qui pêchait seul sur une barque dans le Gulf Stream et en 84 jours, il n'avait pas attrapé un seul poisson.
Ce vieil homme, c'est Santiago, un pêcheur cubain qui vit dans une pauvre cabane. Un petit garçon du village à qui il a appris à pêcher lui rend visite et tente de réchauffer sa misère en lui offrant de quoi manger. Mais son père lui interdit désormais d'embarquer avec le vieil homme. Alors Santiago repart en mer seul. Il louvoie dans l'obscurité parmi les poissons volants, les méduses et les oiseaux, jusqu'au moment où il ferre un poisson gigantesque, plus grand que sa barque, un marlin au rostre effilé comme une épée. S'engage entre l'homme et la bête une lutte homérique, 3 jours et 2 nuits de combat loyal, où le pêcheur prie la Vierge, pense à son héros, le champion de baseball Joe DiMaggio, et parle à celui qu'il considère comme son frère des profondeurs. Mais il n'y aura pas de pêche miraculeuse pour le vieil homme, qui rentre au port aussi misérable qu'il en était parti. L'absurde grandeur de la condition humaine, en quelques pages dépouillées qui disent la solitude de l'homme face au silence des espaces infinis, ses glorieuses défaites, son refus du naufrage. Santiago, arrimé à son poisson géant, livre ainsi son évangile. Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu. Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, c'est à lire en poche chez Folio. L'été arrive et avec lui ses rêves de plage, de fête, d'insouciance. C'est l'occasion idéale de plonger dans le roman qui raconte le mieux ce que l'on trouve sous ce vernis glamour. Gatsby le Magnifique incarne à merveille le rêve américain. Jake Gatsby, c'est un gosse d'origine pauvre qui tombe fou amoureux d'une jeune femme de la haute société. Pour gagner son cœur, il lui faut renier ses origines, ses parents, sa communauté. C'est ce qu'on attend de lui. Et après tout, pour réussir en Amérique, il faut passer par là, comprendre que le passé n'existe pas, qu'on a le devoir de se réinventer. Le coup de génie de Francis Scott Fitzgerald, c'est de raconter le destin de Gatsby en le mettant en scène de biais, à travers un narrateur qui est plus spectateur qu'acteur. C'est son jeune voisin, Nick Carraway, qui écoute les échos tapageurs des fêtes pharaoniques que Gatsby organise chaque soir. Des fêtes fameuses pour leur frivolité, pour leurs orgies, pour leur insolence. Chez Gatsby, c'est la Dolce Vita perpétuelle. Mais du paradis à l'enfer, il n'y a qu'un pas que l'on franchit facilement, surtout quand on commence à poser des questions. D'où vient-elle la fortune de ce Gatsby? Qui est vraiment ce richissime flambeur? Un héritier? Un ancien espion? Ou encore un malfrat impliqué dans des affaires crapuleuses? Fitzgerald sort les griffes et il massacre cette assemblée de nababs au visage de carton-pâte. C'est un monde qu'il connaît bien, lui qui fut un vrai prince de la nuit, qui traversa les années folles entre 2 palaces, orchidées à la boutonnière et verre de gin à la main, et mourut ravagé par l'alcool à seulement 44 ans. Gatsby le fêtard est un mélancolique qui cherche le grand amour évanoui de sa jeunesse. Peut-on le retrouver? Oui, si on cherche. Est-ce souhaitable? Réponse dans ces pages. Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, c'est à lire en poche chez Folio. Quel roman d'une inconnue de 18 ans, paru en 1954, rencontra et rencontre encore un succès phénoménal. D'abord parce qu'il est excellent, ensuite parce qu'il associe le mot tristesse à un nouveau style de vie. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, c'est la preuve que l'on peut avoir le talent visionnaire d'une grande romancière quand on sort à peine de l'adolescence. Françoise Sagan avait 18 ans et avec ce livre gagna aussitôt le surnom de charmant petit monstre. Curieusement, c'est un tout autre mot que tristesse qui revient dans ce premier roman d'une maîtrise stupéfiante. C'est le mot plaisir. 5 personnages se côtoient dans une villa de Saint-Tropez quand ils ne lézardent pas sur la plage voisine. La narratrice s'appelle Cécile, elle a 17 ans. À son côté, son père, un homme à femme qui séduit aussi facilement qu'il rompt. Le père et la fille sont très complices, ils partagent le même objectif, vivre à la cool. Mais la jeune Cécile contrôle à volonté ce père séducteur. On peut même dire qu'elle le manipule. Elle sait faire en sorte qu'il ne s'attache jamais afin de ne pas perdre l'ascendant qu'elle exerce sur lui. Avec la jeune maîtresse du moment, futile et mondaine, ça risque pas d'arriver. Mais les choses se compliquent lorsque surgit, accidentellement, une ancienne amie de sa mère, Anne, nettement moins stupide que les autres. Anne est aimable, lointaine, et son père commence à la regarder avec admiration et désir. La jeune Cécile voit immédiatement le danger, et elle met alors sur pied un véritable plan de bataille pour écarter la nouvelle venue. Françoise Sagan campe les profils d'un milieu favorisé. Le père, c'est le prototype de ce qu'on appelle aujourd'hui l'adolescent, incapable de s'attacher. Et la fille est aussi charmante que cynique. Mais avec tout cela, Sagan réussit un roman incroyablement actuel qu'un seul mot résume. Élégance. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, c'est à lire en poche chez Pocket.